Je suis passé récemment devant un château assez austère du nord du département qui, comme souvent, accueillait une exposition d'art dit contemporain. Vous savez, dans la cour, il y avait un truc en inox de 3 mètres et à l'entrée du pont-levis, des animaux bizarres, des sortes d'araignées de métal rouillé. Et quand je lui ai raconté ça, Gustave m'a parlé de Maxime, l'adjoint à la culture de notre ville voisine, là de Villeneuve, qui aura passé toute sa vie à lutter contre les atteintes délibérées de l'art contemporain, contre ce qu'on appelle les vieilles pierres. Et si nous en avons parlé, c'est parce que ce sujet très vaste avait un rapport avec la raison pour laquelle le président Macron avait absolument tenu à jouer au foot entre des boudins de plastique fluo dans l'enceinte de Chambord avec des jeunes défavorisés, comme on dit. Donc commençons par ça, si vous voulez bien. A priori, c'est assez innocent, cette histoire de foot à Chambord, ce mélange entre Adidas et François Ier. Eh ben non, justement, c'est pas tellement innocent. On peut percevoir cette façon de mélanger la jeunesse des banlieues à la plus haute expression du patrimoine français comme un message, et le message est assez clair, c'est celui du métissage culturel et historique obligatoire. Parce que tu vas pas me dire, et je dis à Gustave, que pour jouer au foot et apprendre la pâtisserie pendant un stage de 15 jours de réinsertion, la jeunesse des banlieues n'aurait pas pu se réunir autour du palais des congrès de Bourges ou de Dijon en zone industrielle sur un terrain neutre, historiquement neutre, je veux dire, et culturellement. Non, il lui fallait absolument Chambord. Ça montrait, puisque Chambord est un symbole comme Versailles, ça montrait que ce patrimoine leur appartenait de plein droit, un peu comme ces pièces rapportées et ses cousins par alliance, vous savez, qui débarquent en jean et en casquette pendant un mariage dans une famille un peu collée-montée, et qui se croient tout permis sous prétexte qu'ils font malgré tout partie de cette famille sur le papier. La notion de sanctuaire culturel patrimonial est étrangère à la culture commerciale, à la culture américaine, pour laquelle il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a l'esprit de famille et quelqu'un qui ne l'a pas. Et donc les cathédrales ne sont pas pour ces gens des mausolées, des sanctuaires, des tombeaux, des lieux où le passé subsiste, mais des tas de pierres bien ou mal conservées. Donc dès l'incendie de Notre-Dame, qui pouvait réveiller une âme française, une âme chrétienne, on a compris en haut lieu le danger et on a vu ressortir des projets d'installation touristique. On a parlé de flèches de cristal, comme dans la guerre des étoiles. On a dit que même les non-chrétiens étaient concernés. Le tout pour juguler la tentation du sacré, la double tentation, un sacré religieux et un sacré historique. Ce qui explique pourquoi l'accouplement entre Chambord et le contemporain est une histoire vraiment récurrente, jamais finie. C'est la désacralisation qui est le maître mot du contemporain depuis 40 ou 50 ans. On nous fait sans arrêt le coup de la modernité vulgaire à Chambord, tous les 10 ans à peu près, pour désacraliser, pour éviter une repousse du sacré. Le contemporain, c'est le round-up du sacré. Je me souviens, l'aurais-je dit, d'un spectacle de danse donné il y a 20 ans à Chambord, justement, qui s'appelait Le Garage, qui était un truc absolument grotesque, où il y avait des danseuses qui tenaient un volant entre les mains, un spectacle en plus dont la musique était du rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il s'agissait aussi de donner une leçon par le vacarme, par le bom-bom-paf au passé historique de la France, et puis surtout, je me souviens, ai-je dit à Gustave, de la polémique qui a agité la presse quand un artiste contemporain, appelé Capour, a planté il y a 5 ans environ un amas rouillé dans le parc de Versailles, qu'il a appelé le vagin de la reine. Déjà comme désacralisation, ça me paraît assez clair. Et puis quand il a aspergé de peinture rouge le coin d'une fenêtre à l'intérieur du château, et j'ai dit à Gustave, là je te résume d'abord le système marchand qu'il y a autour de l'art contemporain. Tu mets un jouet gonflable de 4 mètres, par exemple, place Vendôme, tout le monde crie au scandale, l'artiste attire donc l'attention, donc ses œuvres se vendent mieux l'année suivante avec la complicité des maires de grandes villes, genre Hidalgo. Ça c'est l'aspect financier de la question. Mais ce qu'il y a derrière, l'objet, le cœur du scandale, la raison profonde pour laquelle il y a scandale, l'aspect qui m'intéresse ici, c'est, et il m'intéresse doublement, tu vas voir, et je dis à Gustave, c'est l'histoire de la désacralisation qui est tellement importante aux yeux des mondialistes, qui montent au créneau dès que quelqu'un leur fait le coup du sacré halte là, patouche. Par exemple, quelqu'un comme moi, et je dis, et j'ai précisé, j'ai même atterri dans les colonnes du New York Times, tu peux pas savoir à quel point la question est sensible. Ah si, je veux savoir, a dit Gustave, impressionné, que t'as eu quand même les honneurs du New York Times. Et là, il y avait l'abonné au Monde, évidemment, qui traînait par là, qui a haussé les épaules d'un air de dire n'importe quoi, comme si le New York Times s'abaissait à commenter les déclarations d'un type de campagnol sur l'art contemporain. Qui écrit dans le Figaro a quand même précisé Gustave.
Quand tu te promènes devant le château de Fontainebleau, ai-je dit en faisant la sourde oreille, il y a presque autant de siècles que pour Notre-Dame qui sont empilés, toutes les époques se mélangent, des traités y ont été signés, des amours se sont noués, des guerres ont été gagnées et perdues dans les parages, un pape a été emprisonné au château, tout ça, toutes ces émotions pour les Français, pour les Européens, imprègnent les murs, et ça c'est le sacré historique et tout le monde, ou presque en Europe, y est sensible. Or, j'écoutais l'autre jour par hasard à la télé un récit hallucinant d'un producteur de chansons qui avait promené Michael Jackson autour de Disneyland Paris, ou d'Euro Disney, dans les années 90, un endroit donc qu'il adorait, et il l'adorait tellement qu'il voulait acheter une villa en Seine-et-Marne, dans le même coin, mais une villa de luxe à la californienne, un manoir comme on en voit dans la banlieue de Los Angeles, avec des tourelles, des colonnes, etc. Rien ne lui plaisait de ce qu'on lui a montré, d'après le type qu'il conduisait en voiture, jusqu'au moment où, en revenant d'une visite en pleine campagne, Michael Jackson dit au type, au chauffeur, de revenir en arrière, parce qu'il a vu un truc qu'il voudrait acheter, et ben c'était le château de Fontainebleau. Donc pour résumer, ce que voyait Michael Jackson dans Fontainebleau, c'était pas le tombeau de 8 siècles d'histoire, le sacré, etc. C'était le sommet de la déco ringarde à la Disney, le sommet de la désacralisation. Entre parenthèses, et je dis à Gustave, il y a quand même un énorme mystère, c'est qu'avec toutes les pertes qu'endosse la maison Disney depuis le début pratiquement, à Disneyland, et encore pire, depuis le confinement, il n'est jamais question de jeter l'éponge pour raisons financières. Pourquoi ? Parce que sans doute Disneyland a un autre objet que celui de faire de l'argent. Lequel, a demandé l'abonné au Monde. Eh ben, ai-je répondu, faire de l'influence culturellement. Tu observeras que Disneyland est le grand fédérateur des populations arrivées chez nous de nulle part et de fraîche date, pour qui on réécrit l'histoire, pour qui l'histoire de France est une boutique de souvenirs, en gros, avec des assiettes décorées et des figurines qui hésitent entre chevaliers, pirates, guerre des étoiles. Et puis l'art contemporain à Versailles, c'est pareil, en mettant des trucs rouillés, des statues en plastique argenté, des éclats de peinture rouge sous les plafonds historiques. Tu dispenses tout le monde de percevoir le côté tombeau de lieu, le côté mausolée de ce monument, la dignité, la solennité qui les habite. Et là, l'abonné au Monde m'a demandé, pour voir, d'expliquer le coup du New York Times. Alors ça, c'était facile, ça doit pouvoir être vérifié sur Internet. Je me suis mêlé, en effet, de dire que Capour, l'artiste contemporain qui avait déposé ses déjections rouillées à Versailles, aurait pu le faire devant un centre commercial. Tout le monde aurait trouvé ça à peu près normal, mais là, non, avec la complicité du conservateur de Versailles, il s'offrait un selfie à 10 millions de dollars dans la demeure des rois de France, et le message était clair, la modernité mondialiste est partout chez elle, et elle veut qu'on le sache. Et là, le type du Monde a dit, je vois pas le même message que toi. Et j'ai précisé, si, la modernité américaine de type Disneyland, celle pour qui rien n'est sacré, pour qui tout est mignon ou rigolo, celle qui adore les marchands, est montée au créneau à l'époque de cet article que j'ai écrit, contre tous ceux qui osaient écrire, comme moi par exemple dans le Figaro, qu'il y avait une âme française qu'on cherchait à atteindre par la dérision permanente, comme il y a une solennité religieuse qu'on cherche à atteindre en garnissant les abbayes désaffectées avec des trucs en plastique chromé. Et là, naturellement, le type du Monde a dit, mais bien entendu, il y a donc selon toi un complot contre les colonnes doriques, contre les lits à baldaquin et contre les fenêtres à la mansarde et contre la galerie des glaces. Eh bien, j'ai dit oui, il s'agit de faire la chasse à l'esprit de famille, une autre famille que la vôtre, au symbole qui représente une autre nation que la vôtre, et Chambord, plus que tout autre, en fait partie. Tous les sondages concordent, Chambord, c'est la France éternelle. Quand j'étais petit, j'ajoutais, il y avait des Chambords partout, une voiture Simca portait ce nom-là, des boîtes de chocolat, c'était devenu une marque, un symbole de la grandeur du pays, tandis que désormais, Chambord, c'est le lieu où tout le monde va faire des selfies, et dont la grandeur est de plus en plus piétinée exprès. N'importe quoi, dit le lecteur du Monde, mais j'ai quand même continué en disant c'est pour la même raison que le couple Macron a invité à l'Élysée dans les débuts du mandat des danseurs de hip-hop pour faire leur cirque torse nu sur le perron et dans les salons. Et ce jour-là, même le président de la République faisait des selfies avec la modernité marchande, à diffuser partout dans le monde pour dire, vous voyez, je suis l'hôte de ces lieux que je désacralise pour me dédouaner de cette histoire solennelle, barbante, qui est celle de mon propre pays. Moi, mon truc, c'est de jouer au foot avec des jeunes en réinsertion devant les monuments français. Là, je kiffe ma race. Seulement, voilà, a-t-il demandé au peuple ce qu'il en pensait? Non.
et je conclus, il préfère visiblement se référer à ce qu'en dit le New York Times, et le New York Times et le Guardian à Londres et tous les journaux de la gauche mondialiste disent que les écrivains qui montent sur leurs grands chevaux à propos de Versailles ou de Chambord devraient voir fermer de force tous leurs comptes sur les réseaux sociaux, perdre leur éditeur, perdre la parole, parce qu'ils disent aux gens, faites attention, vous êtes en train de piétiner des tombeaux, faites attention, les gens qui ont bâti les cathédrales n'avaient aucune intention de les faire rhabiller par Vuitton ou par Peugeot pour servir à des présentations de véhicules sur fond de rock. Faites attention, les morts se vengent parfois. Dans tous les pays européens, il existe une espèce de colère de fond qui monte contre la négation, au nom du commerce, de ce que nous sommes, historiquement. Vous savez, dans les mariages, il y a toujours le cousin crétin de 22 ans qui essaie de faire des trucs ridicules au grand-père, et généralement ça se termine assez mal, parce qu'il y a une grosse majorité du clan familial qui se retourne contre le Godelureau et qui lui dit, attends, il y a des limites là, et tu es en train de les franchir. Eh ben, l'équivalent du Godelureau de 22 ans, les jours de mariage, qui essaie de ridiculiser le grand-père, c'est notre président de la République, même s'il en a 40, il n'a pas très bien compris qu'on ne peut pas tirer indéfiniment les moustaches de l'histoire et du grand-père. Ce type qui parle comme une notice technique, qui est habillé comme un vendeur de voitures, qui ne sait rien de l'histoire de son pays, du pays qu'il dirige, qui dit d'un radicalisé que c'est un bon garçon, qui dit à des reprises de justice en Guyane à moitié nu, c'est fini les conneries, promis, en les caressant du regard, et qui pose avec eux pendant qu'ils font un doigt d'honneur aux photographes, c'est-à-dire à la nation, à nous. Ce type est en train, en plus de tout le reste, d'inviter le monde entier, l'international de la désacralisation, à piétiner l'héritage dont il avait la charge. Il faut lui dire qu'en promouvant sans cesse les choses déplacées autour de nous, il finit par nous convaincre qu'il est le premier à n'être pas à sa place, et c'est probablement ainsi qu'il va la perdre. À bientôt, merci.